Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Edwige Chevrillon. J'ai effectivement été présidente du Conseil environnement, du Conseil énergie et du Conseil compétitivité au moment de l'adoption du paquet Fit for 55. Donc on était à la manœuvre pour faire atterrir ces textes et ensuite je pense un des pays qui a été très instrumental pour l'adoption d'un certain nombre de textes renouvelables, RED 3 et le texte de la réforme du marché de l'électricité, et qui a donné lieu d'ailleurs à la création de l'Alliance du nucléaire, sur lequel je reviendrai, et également à la manœuvre à la COP 28 avec mes collègues européens pour obtenir un agenda de sortie des énergies fossiles pour la première fois dans un texte de COP28. On pourra y revenir aussi, si vous le voulez, dans les questions. Alors, peut-être pour replanter le décor, d'abord vous dire, je suis très honorée d'être la porte-parole de Valérie Ayé et de la liste Besoin d'Europe. Cette liste, je crois, elle a un bilan en matière énergétique et en matière de réindustrialisation, puisque nous avons porté un certain nombre de textes qui ont permis de renverser la vapeur en France en matière d'industrie et de le faire en s'appuyant sur la force que nous apporte l'Europe, que ce soit en termes d'innovation, en termes de marché, puisque nous sommes un marché de 450 millions de citoyens, et en termes de règles du jeu, puisque c'est un des enjeux majeurs de pouvoir permettre à des activités économiques de se développer dans un marché qui fonctionne bien et avec des règles du jeu qui soient claires et des règles du jeu de concurrence loyale. Planter de décor, c'est revenir sur le double enjeu auquel nous faisons face. Vous le connaissez par cœur, mais je dois quand même y faire référence. Le premier enjeu, c'est de lutter contre, c'est d'accélérer même la lutte contre le dérèglement climatique et l'adaptation, et de nous préparer à l'adaptation au changement climatique. Et en la matière, les objectifs sont immenses. C'est-à-dire que vous posiez la question du temps, mais nous sommes dans une course contre la montre. Et lorsque nous regardons le défi auquel nous devons faire face, qui est un défi d'atteindre une neutralité carbone à horizon 2050, ce que nous disent les économistes de manière très claire, c'est que plus nous tardons à agir, plus le coût humain, économique, social et écologique est important et sera important pour les Européens et pour les autres acteurs de la planète. Et il ne faut pas s'y tromper, certains pays vont très vite. Moi, j'entends beaucoup gloser sur la Chine, par exemple. La Chine est en train d'aller très vite, et notamment dans le déploiement des énergies renouvelables. Elle va faire à elle seule, d'ici 2025, autant que le tiers des installations, des capacités installées dans le reste du monde. Donc, nous avons des concurrents qui sont engagés dans la transition énergétique et qui vont, pour certains, très vite. Agir sur la baisse de nos émissions de CO2, c'est un sujet très, j'allais dire, égoïste. Il s'agit de lutter contre les sécheresses interminables auxquelles nous commençons à faire face, les tempêtes, les inondations, les méga-feux, l'érosion à bas bruit du trait de côte, l'effondrement de la biodiversité. L'effondrement de la biodiversité étant le dérèglement climatique n'est pas la seule raison, mais c'est la première raison de l'effondrement de la biodiversité. Le second enjeu, c'est celui de bâtir une indépendance énergétique et industrielle. Et contrairement aux apparences, ce sont les deux éléments de la même pièce. La guerre en Ukraine a clairement servi de révélateur pour nombre de nos concitoyens. Elle a montré crûment les conséquences de notre dépendance aux énergies fossiles. Une conséquence qui est mortifère sur le plan climatique, je n'y reviens pas, les énergies fossiles, c'est le 3/4 de nos émissions de CO2, mais aussi économique. La Russie a très clairement utilisé l'énergie comme une arme de guerre. Et on l'a vu dans la désorganisation des marchés énergétiques, temps 1, mais également dans la désorganisation des marchés agricoles, temps 2. Contrairement à ce que l'on entend parfois, la France n'est pas indépendante énergétiquement. Elle n'a d'ailleurs pas été, alors moi je remonte à la Deuxième Guerre mondiale, qui est notre cadre de référence collective, je pense. On va peut-être pas revenir au Moyen-Âge, où le débat pourrait être ouvert. Mais nous sommes aujourd'hui dépendants à 60% d'énergie fossile importée. On était à 72% il y a 20 ans. Donc on a plutôt amélioré notre situation grâce notamment aux énergies renouvelables. Et je pense que c'est des éléments qu'il faut mettre en perspective. Pour répondre à ces deux enjeux, nous avons évidemment agi
au niveau français, mais nous avons agi au niveau français parce que l'Europe nous a permis d'agir. Je vais évidemment évoquer très rapidement la planification écologique qui a été portée par le président de la République, qui est un élément de réponse à votre questionnement. Comment fait-on pour engager cette transformation profonde qui est une course contre la montre et qui crée des inégalités sociales et économiques si on ne le fait pas de manière ordonnée et en ayant un minimum le sens du temps long? Ça s'appelle la planification et c'est à l'État d'animer ces communautés et de faire en sorte de donner de la vision et de la vision de long terme à une course contre la montre. Ce n'est pas totalement évident. Cette stratégie, elle nous a permis, notamment en matière énergétique, de porter une vision de sortie de notre dépendance aux énergies fossiles sur 2 grands axes très simples. Augmenter notre production d'énergie décarbonée et réduire notre consommation d'énergie. Et lorsqu'on regarde les 24 derniers mois, accélération des énergies renouvelables, plan de sobriété engagé avec tous les secteurs d'activité, relance du nucléaire, amélioration de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, investissement massif dans le transport, je pense notamment au transport ferroviaire et transport en commun bas carbone, contrat de transition avec les 50 sites industriels les plus émetteurs, les actions n'ont pas manqué et cela fonctionne. Là encore, il suffit de regarder les chiffres. En 2023, la France réduit ses émissions de 4,8%. C'est autant que l'intégralité de baisse des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du quinquennat du président Hollande. 4,8%, c'est aussi la baisse d'émissions de gaz à effet de serre annuelle que nous devons réaliser, selon les experts, pour tenir une trajectoire de neutralité carbone d'ici 2050. L'économie ne s'est pas effondrée. Et pourtant, nous étions en crise, et nous étions en crise dans un contexte de guerre en Ukraine et de désorganisation, je l'ai dit, de marché de l'énergie et d'autres marchés de commodités. Parallèlement, nous avons engagé une stratégie de reconquête industrielle de notre pays en accélérant le développement d'une industrie verte. Je ne vais pas mentionner la loi industrie verte que nous avons votée, mais je le rappelle, l'industrie, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays, donc 20% du problème, mais c'est 100% des solutions. C'est en effet dans l'industrie que sont mises au point les solutions bas carbone qui sont capables d'être massifiées et proposées pour l'ensemble des activités que nous avons en tant qu'êtres humains. Et à nouveau, les faits sont là pour le prouver, notre stratégie a fonctionné. Je pense en particulier au travail accompli, je l'ai dit, sur la stratégie nationale de décarbonation des 50 sites industriels les plus émetteurs, mais le travail sur notre stratégie hydrogène, sur notre stratégie en matière, on pourra en discuter, de panneaux photovoltaïques. Nous, on travaille sur des gigafactories qui sont carbone, enfin, il y a un certain nombre de dossiers, donc on peut parler des petites entreprises, et effectivement, vous l'aviez mentionné, la situation de Sistovi en Pays de Loire, mais il y a d'autres projets qui sont également à l'étude et qui avancent. Et on le voit, dans le combat pour notre indépendance et pour le climat, l'échelon français ne suffit pas. Nous avons besoin, plus que jamais, d'Europe. L'Europe, c'est notre meilleure chance. D'abord, une chance pour fixer un cap qui soit crédible et qui soit collectif. C'est ce cap qui nous a permis de passer à l'action avec une planification écologique ambitieuse. C'est le sens du paquet Fit for 55 que nous avons adopté sous présidence française, qui est un paquet unique au monde, qui donne cet objectif de réduction de 55% de nos émissions d'ici 2030, qui est un objectif très mordant, mais c'est aussi ces accélérations qui permettent de transformer les chaînes de production, et ce cap de neutralité carbone d'ici 2050 avec des mesures qui ne sont pas juste on va baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais qui sont secteur par secteur et avec des trajectoires secteur par secteur. Et c'est ça qui donne les signaux aux industriels et aux entreprises pour pouvoir s'adapter. Alors on peut discuter de la vitesse, on peut discuter de l'accompagnement, mais sans ce cadre, il n'est pas possible, il n'y a pas d'intérêt à agir pour les entreprises pour accélérer, parce que le risque, c'est d'avoir des investissements qui n'ont pas de retour sur investissement. Et si nous voulons atteindre ces objectifs, il faut effectivement qu'on approfondisse cette approche. Et je crois que l'Europe doit aussi se transformer, et nous avons porté ces dernières années cette volonté de transformation, notamment de sortir d'un certain nombre de dogmes. Le premier dogme, je ne résiste pas, c'est l'opposition pendant de longues années à l'énergie nucléaire.
pendant 2 ans en tant que ministre en charge de l'énergie, j'ai dû faire face très clairement au poids de cette vieille antienne. Et je veux souligner que grâce à la délégation Renew au Parlement, nous avons réalisé en quelques mois des pas de géant. Je l'ai dit, j'ai lancé une alliance du nucléaire qui réunit aujourd'hui 14 États membres. 14 États membres, c'est donc plus de 1 sur 2. Des membres qui ont signé il y a encore quelques jours une déclaration commune pour unir leurs efforts, leurs connaissances, leur savoir-faire, mais qui ont surtout constitué une force de négociation et à certains moments une minorité de blocage sur des textes importants, notamment la réforme du marché de l'électricité qui reconnaît toute sa place au nucléaire, mais également sur le texte des énergies renouvelables. Vous me faites des signes, je dois aller plus vite. Ok. Je vais donc aller plus vite. Deuxième élément, c'est, et vous l'avez évoqué aussi rapidement, c'est la sortie de la naïveté. Le marché européen, il est construit sur l'idée que le libre jeu concurrentiel est nécessairement favorable aux consommateurs et qu'il n'affaiblit pas les industries, les entreprises et les exploitants agricoles, puisqu'il va permettre à chacun de donner le meilleur de soi-même. Ça fonctionne à condition que la concurrence soit loyale. Et lorsque les conditions de cette concurrence ne le sont plus, eh bien, il faut agir, et agir, c'est remettre ces notions de concurrence loyale. Remettre ces conditions de concurrence loyale, c'est par exemple ce qu'on a appelé, même si ce n'est pas exactement ça, la taxe carbone aux frontières, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est de rééquilibrer le jeu et de faire en sorte que si vous produisez dans un pays avec des contraintes environnementales qui sont moindres et dont nous portons tous les conséquences, eh bien vous payez votre éco pour rentrer sur le marché européen, voire vous ne rentrez pas du tout. C'est ce que nous avons fait avec le règlement batterie en disant que lorsque des batteries électriques sont produites avec un contenu carbone trop élevé, elles ne peuvent pas être mises sur le marché européen. Donc voilà un exemple, et c'est une ligne, je dirais, qui permet de soutenir le libre-échange, parce que le libre-échange, il nous permet aussi de développer la croissance, de soutenir la croissance, mais de le faire de manière non naïve et de nous permettre aussi de développer des industries. Je veux citer évidemment le cas des batteries électriques. Il y a 7 ans, il y avait 0 batterie électrique produite en Europe et en France. Si aujourd'hui nous avons la capacité à produire des batteries électriques, c'est parce que nous y avons travaillé là aussi avec un fort engagement de la France et de notre délégation Renew pour convaincre nos amis européens d'y aller. Mais ça fonctionne et nous avons bâti depuis rien une industrie de la batterie électrique et nous remontons progressivement en amont et en aval de la filière. En aval, c'est la voiture électrique. C'est compliqué, on a de la concurrence, mais on y va. Et en amont, c'est les matériaux critiques sur lesquels nous sommes aussi positionnés avec des textes et le Net Zero Industry Act. Je ferme le propos ici et je répondrai avec volontiers à vos questions. Moi, j'ai juste une question avant de démarrer cette table ronde où vous pourrez participer, bien sûr, Agnès Pannier-Runacher. C'est peut-être plus facile pour certains dès lors que vous n'êtes plus leur ministre de tutelle. Mais justement, j'ai une question au ministre délégué à l'agriculture. Parce que vous dites il y a une course contre la montre, mais est-ce qu'on n'a pas été un peu trop vite? Ce qu'on a connu, là, la révolte agricole à laquelle on a assisté ces derniers temps, montre bien que quand l'Europe demande qu'il y a 14 façons de couper les haies ou des choses absolument invraisemblables au nom de la transition écologique, parce qu'en disant c'est très important, il ne faut pas la nidification des oiseaux. C'est vrai que c'est important, mais ça complique beaucoup la vie des citoyens et notamment des agriculteurs. Est-ce qu'il ne faut pas marquer un peu le pas quand même? Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre être procédurier et être ambitieux climatiquement. Être procédurier, c'est avoir 14 définitions de la haie. Et effectivement, la remarque et la critique est légitime et nous allons le corriger dans le projet de loi d'orientation agricole. Au passage, la France a contribué à avoir 14 définitions de haie. Ce n'est pas une législation polonaise. Donc ça, c'est être procédurier. Être ambitieux climatiquement, c'est reconnaître que notre agriculture est la première victime du dérèglement climatique et probablement la première activité à devoir bénéficier d'une adaptation au dérèglement climatique. La situation dans les Pyrénées-Orientales en viticulture, c'est pas la faute de l'Europe, c'est pas la faute du gouvernement français, c'est qu'il ne pleut plus en Pyrénées-Orientales.
Et la réponse que nous devons mettre en œuvre, elle tient précisément compte de ça, c'est-à-dire comment on adapte notre agriculture et comment on change nos modes agronomiques pour faire face à cette situation. Et je peux vous faire la même chose sur les inondations. Et la révolte des agriculteurs, il y a deux choses quand même qu'il faut prendre en compte. Il y a l'impact du dérèglement climatique. Moi, j'habite à Lens, 5 mois de pluie. Vous pouvez toujours essayer de faire des assolements hivernaux, ça n'existe pas. Vous pouvez toujours essayer de couper les haies, ce n'est pas possible. Donc 5 mois de pluie, voilà. Et je vous citais la situation de sécheresse. Donc le dérèglement climatique, premier élément. Puis désolé, mais la politique et l'agression de la Russie contre l'Ukraine, c'est des marchés agricoles qui sont totalement désorganisés. Et c'est voulu. Quand vous bloquez, vous êtes la Russie, que vous bloquez les possibilités d'exporter vers la mer Noire, c'est une volonté assumée de désorganisation des marchés agricoles. Donc oui, nous sommes dans un moment où et l'agriculture et l'énergie sont des armes de guerre. C'est clair.